Vous suivez l'information en français sur la chaîne des valeurs et vous avez raison. Voici les titres. L'intelligence artificielle est un domaine des technologies qu'il faut intégrer dans les pans du développement. L'Association nationale des sciences et techniques du Sénégal, à travers un colloque sur le numérique, pose le débat. Les conclusions de ce colloque seront soumises aux autorités en prélude au New Deal technologique qui se tient la semaine prochaine à Dakar. Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu devant les députés de l'Assemblée nationale ce vendredi. Il devra présenter les mesures correctives suite au rapport publié par la Cour des comptes sur l'état des finances publiques. Une nouvelle feuille de route pour que de telles pratiques nuisibles ne soient bannies à jamais dans le Sénégal. Des pylônes déboulonnés à Aloukagne, les installations électriques de la Sénélec font l'objet de sabotage et de vol. L'œuvre de trafiquants qui vendent le fer dans le marché noir. S'il venait à tomber, cela pourrait créer une catastrophe dans cette zone qui abrite de nombreuses usines. C'est pourquoi les populations sont appelées à préserver les installations électriques. On en parle dans ce journal. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présidera la semaine prochaine la cérémonie de lancement du New Deal technologique. En prélude à cet événement, l'Association nationale des sciences et techniques du Sénégal a tenu un colloque sur le numérique. Objectif de ce colloque, formuler des recommandations à l'endroit des autorités. Le thème retenu portait sur innovation et application, les enjeux et défis pour le développement du numérique au Sénégal. Les explications du coordonnateur de la NSTS, le professeur Moussalou, au micro de Cheikh Oumar Tall. Il constitue pour les plus hautes autorités du pays un enjeu stratégique. La preuve, la semaine prochaine, lundi prochain, le chef de l'État va lancer le New Deal technologique, donc qui constitue la nouvelle stratégie numérique du Sénégal. Donc d'où l'importance du numérique dans la mise en œuvre des politiques publiques, et c'est dans ce cadre-là que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, dans son programme d'activité annuel, a prévu l'organisation d'un colloque sur le numérique, sur le thème innovation et application. Et cette première édition est marquée par donc deux conférences inaugurales. La première que vous avez suivie ce matin avec le Dr Mohamed Tidjane Seck sur l'intelligence artificielle, enjeux et défis pour le Sénégal. Et une deuxième conférence inaugurale qui portera sur les mathématiques et l'informatique, une synergie en tout cas pour le développement de l'intelligence artificielle. Et il y aura 13 communications qui seront données par des jeunes chercheurs issus de nos universités, de nos laboratoires de recherche. Et ce sont des communications qui ont été sélectionnées suite à un appel à communication publié en tout cas à l'échelle internationale. Et nous avons aussi 4 démonstrations de jeunes chercheurs parce que nous avons aussi essayé de mettre l'accent un peu sur les applications du numérique qui aujourd'hui sont produites à partir de nos équipes de recherche, à partir de nos travaux de recherche. Le Sénégal qui se fixe pour objectif la souveraineté numérique. Comment arriver à ce stade dans un monde interconnecté? Il faudra développer des ressources humaines de qualité tout en maintenant la coopération stratégique avec les autres pays. C'est du moins de l'avis de l'enseignant-chercheur spécialiste de l'intelligence artificielle, le professeur Ahmed Tidjane Seck, dont les propos sont recueillis par Cheikh Oumar Tall. La souveraineté numérique, c'est très très important. C'est quoi? C'est que, par définition, pour être souverain d'un point de vue numérique, il faut d'abord maîtriser l'infrastructure. Donc les réseaux, ce qu'on appelle les data centers, les données, là où on stocke les données, il faut les avoir dans le pays et les données doivent être essentiellement stockées dans le pays. D'accord? Et tout ça doit être maîtrisé par les institutions et les hommes du pays. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. Mais attention, la souveraineté ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas connecté au monde. Quand on est connecté sur Internet, il y a des risques. Donc les données, on les partage avec d'autres.
Donc la souveraineté, ce n'est pas simplement de dire j'ai mes données et je les garde pour moi-même. D'ailleurs, dès que vous êtes connecté sur Internet, il y a des gens plus puissants que vous qui viendront récupérer ces données parce qu'ils peuvent craquer toutes les sécurités que vous aurez mises en place. Il faut que des expertises soient développées au niveau des ressources humaines. Et ça commence par le plus bas âge, d'abord à l'école, dans les lycées, à l'université. Dans les écoles, notamment primaires et secondaires, il faut que les programmes évoluent pour que les bases de la logique et de la mathématique, et en particulier les bases qui sont très utiles pour l'intelligence artificielle, ces bases-là doivent être acquises. Situation des finances publiques au Sénégal. Après la publication du rapport d'un rapport de la Cour des comptes, le Premier ministre a attendu sur des mesures de correction. Ousmane Sonko fera face aux députés de l'Assemblée nationale ce vendredi pour présenter les plans de sortie de crise arrêtés par son gouvernement. Le Premier ministre a annoncé l'ouverture de fouilles concernant aussi l'histoire des tirailleurs sénégalais relativement aux événements de Thiaroye 1944. C'est du moins ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi. Voyons un extrait lu par le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. Ce vendredi 21 février, le Premier ministre se rendra à l'Assemblée nationale pour expliquer les leçons à tirer de ce rapport et présenter les actions correctives qui seront mises en place. Et parmi les priorités, mieux contrôler les dépenses publiques, réduire le train de vie de l'État et garantir une gestion plus transparente et éthique des finances. Mais ce n'est pas tout. Le Premier ministre prévoit également une grande rencontre avec les partenaires sociaux le 27 février. Cette réunion marquera le début d'un dialogue ouvert et inclusif avec l'objectif de mobiliser tous les acteurs de la société, les syndicats, les employeurs, la société civile, autour d'un même projet, redresser l'économie du pays. Un autre sujet qui tient à cœur beaucoup de Sénégalais, la commémoration du massacre de Thiaroye en 1944. Le Premier ministre est revenu sur les chantiers mémoriels en cours. Et le Premier ministre qui a aussi annoncé l'ouverture de larges fouilles pour voir s'il n'y a pas d'autres dépouilles cachées dans des fosses communes. Le gouvernement du Sénégal annonce d'ailleurs l'ouverture prochaine de larges concertations avec les forces vives de la nation. Objectif de ces concertations, arriver à un consensus sur les difficultés des travailleurs de la fonction publique et les réformes portant sur l'appareil administratif. Le gouvernement du Sénégal qui veut aussi faire de l'accès universel à l'eau potable une réalité au Sénégal, en passant par la maîtrise des inondations, a annoncé le porte-parole du gouvernement Moustapha Ndiaye Sarré en marge du Conseil des ministres de ce mercredi. Suivant ses propos. Le président veut des concertations inclusives avec les syndicats, le secteur privé et toutes les forces vives de la nation. Objectif, expliquer la situation, bâtir un consensus et assurer une mise en œuvre responsable et solidaire des réformes. Autre priorité affichée, l'accès à l'eau potable pour tous, surtout en milieu rural. Le président demande au Premier ministre de renforcer les efforts pour garantir une distribution équitable et à coût maîtrisé. Un plan d'action global sera mis en place pour sécuriser la ressource en eau et moderniser les infrastructures d'approvisionnement. Cela passe aussi par une meilleure gestion des concessions et une tarification transparente, particulièrement en milieu rural. Le gouvernement devra également anticiper les défis
liées au changement climatique avec un modèle économique viable pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. L'État veut notamment développer des unités de dessalement et renforcer la lutte contre les inondations à des pylônes déboulonnés du réseau électrique de haute tension qui tiennent presque plus à Alop-Cagne, l'œuvre de trafiquants du fer qui vendent la ressource dans le marché noir. Résultat, les localités desservies par le réseau risquent de sombrer dans le noir et de nombreuses usines implantées dans cette zone risquent de fermer leurs portes. La Sénélec alerte sur les conséquences de telles pratiques dans cette zone avant d'appeler les populations à plus de vigilance pour dénoncer les fauteurs de troubles. Le directeur du transport de l'énergie de la Sénélec, Mam Sigassar, que je vous propose. On est là avec vous pour dénoncer et constater un fait inédit, des actes de vandalisme qui sont perpétrés sur nos lignes de transport. Donc il s'agit d'un vol de cornière que des gens opèrent, voilà, des voyous qui opèrent du sabotage sur nos lignes. Alors je rappelle que cette ligne, c'est une ligne très très importante pour la fourniture de l'énergie électrique au niveau du Sénégal, parce que cette ligne part de Sococim et va jusqu'à Tobène. Elle assure la fourniture en énergie de Sococim, en passant par Olam, en passant par Someta, en passant par Simaf qui sont des industriels, en passant par Tchona, un grand quartier de Thiès, et ça va jusqu'à Tobène. Donc si cette ligne aujourd'hui est vandalisée et arrive à terre, parce que c'est la conséquence directe, ça va aller en ruine, les dégâts sont incommensurables. Alors ça va créer des feux de brousse, ça peut tuer des animaux, ça peut tuer des êtres humains. Et donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Le message est qu'il faudrait que les gens ne soient pas silencieux face à ce fait. Il faut qu'ils dénoncent, il faudrait qu'ils puissent appuyer Sénélec, appuyer la sécurité publique, qu'elle puisse identifier les auteurs de ces actes de vandalisme. De Thiès, nous nous rendons dans le département d'Ombour, plus précisément dans la commune de Saly-Portudal et Saly-Tapé, un quartier populaire où les populations ont décidé de joindre leurs efforts pour construire une grande mosquée. L'édifice devra inclure une salle de prière, une morgue et une école coranique. D'un coût de 200 millions de francs CFA, tout dépendra des cotisations des populations locales pour réaliser cet édifice. C'est l'appel lancé par un porte-parole, l'imam Issa Hassi, au micro de Khalil Sek. Nous appelons toutes les populations du quartier à se rejoindre à cette initiative pour réaliser cette mosquée. Vous savez, une mosquée ne peut pas être réalisée n'importe où. Donc ici, il faudra des millions de francs CFA pour construire cette mosquée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons appelé toutes les populations de Saly, d'Ombour, tous les Sénégalais à venir accompagner cette initiative. Alors, selon nos calculs, il nous faudra 200 millions de francs CFA pour construire cette mosquée qui pourra inclure une morgue, une salle de prière, une école coranique, entre autres ouvrages. Il faut dire que ce sont des choses qui manquent criarement dans cette localité. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de venir poser la première pierre ainsi que de collecter nos différentes cotisations pour réaliser cette mosquée qui sera un joyau dans cette localité. Et notre ambition, c'est de réaliser cela en même temps que de lutter contre les inondations dans cette localité. Nous avons de vrais problèmes d'accessibilité. Inondation et inaccessibilité parmi les maux qui gangrènent la commune de Saly-Portudal. La cérémonie de pose de la première pierre de cette grande mosquée de Saly-Tapé a été l'occasion pour les populations de joindre leurs doléances auprès du maire de la commune de Saly-Portudal. Une fois interpellé sur ces nombreuses questions, Ousmane Gueye annonce plusieurs initiatives visant à renforcer l'accès à l'eau, à l'électricité, mais aussi
la construction de routes pour rendre Saly-Portudal plus accessible. Ces propos sont recueillis par Khalil Seck. Parmi les doléances listées, je pense que l'accès à l'eau est une priorité, tout comme des routes pour rendre plus facile l'accessibilité à cette zone. Mais à cela s'ajoute aussi la problématique de l'électricité. Je crois que aujourd'hui, la doléance la plus pressante concerne la réalisation de la route qui passe par Lamane. Et nous avons pris des initiatives pour discuter avec la Giroute pour réaliser justement ce tronçon qui porte sur à peu près 8 km. Je pense que bientôt ce sera une vieille doléance réalisée. Maintenant, nous travaillons aussi avec l'hydraulique pour réaliser des ouvrages, mais aussi en même temps mettre en place des systèmes de renforcement et de modernisation du réseau électrique, mais aussi l'alimentation en eau potable des populations. Nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, bientôt nous allons satisfaire toutes ces doléances des populations, parce qu'il ne faut pas oublier que la commune compte 15 quartiers et chaque quartier a ses propres doléances. Nous faisons de telle sorte que ces doléances soient prises en compte dans le temps. C'est important pour nous. Maintenant, il y a un député qui est là dans cette commune. Il a décidé de porter la doléance auprès du chef de l'État et ça, nous nous en réjouissons. Le point, il s'agit de l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal qui va démarrer vendredi la troisième et dernière fenêtre des éliminatoires de l'Afro-basket masculin prévue du 21 au 23 février à Rabat au Maroc. Les Lions du Sénégal qui affronteront vendredi l'équipe du Rwanda avant d'en découdre avec le Gabon samedi puis le Cameroun dimanche. En novembre dernier, les Lions avaient survolé la deuxième fenêtre en réalisant un carton plein à Dakar Arena. Ils avaient dominé le Rwanda, le Cameroun et le Gabon dans la poule C. L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal va donc ouvrir la dernière phase de ces éliminatoires ce vendredi à 14 h. Les Lions joueront aussi l'équipe du Gabon et boucleront cette fenêtre avec le Cameroun. Et tout de suite, l'actualité internationale. En Afrique du Sud, mais aussi en Espagne, avec la visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Élément d'analyse. Sur l'international en Afrique de l'Est, de hauts responsables des Nations Unies ont averti que l'offensive des rebelles soutenue par le Rwanda dans l'Est de la RDC pourrait provoquer une guerre régionale. Selon ces experts, les M23 bénéficient d'un soutien d'environ 4000 soldats rwandais et a à plusieurs reprises menacé de marcher jusqu'à Kinshasa, la capitale congolaise. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaïk Wamba Wagner, a exigé du Conseil de sécurité qu'il leur donne le retrait immédiat des troupes rwandaises. Selon l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU, la résolution de ce conflit doit être portée par des dirigeants africains, critiquant l'appel de Kinshasa à des sanctions occidentales contre son pays. Et puis en Afrique du Sud, le diplomate américain Marco Rubio boycottera la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tiendra en Afrique du Sud cette semaine. Cette annonce intervient alors que les tensions entre les États-Unis et l'Afrique du Sud ne cessent de croître. Il s'agit de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des principales économies du G20 depuis que l'Afrique du Sud a pris sa présidence en décembre de l'année dernière. La semaine dernière, le président Donald Trump a supprimé l'aide et l'assistance au gouvernement sud-africain dirigé par les Noirs comme il l'a stipulé dans un décret présidentiel.
Enfin, en visite officielle à Madrid, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a signé plusieurs accords d'entente destinés à renforcer la coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Espagne. Cette visite a été marquée par une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, au cours de laquelle les deux dirigeants ont exprimé leur rejet ferme d'une proposition controversée du président américain Donald Trump visant à dépeupler la bande de Gaza. L'Égypte, en collaboration avec l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis et le Qatar travaillent actuellement sur un plan ambitieux pour la reconstruction de Gaza. Ce projet devrait être présenté lors du sommet arabe qui se tiendra au Caire le 4 mars prochain. C'est l'essentiel de l'actualité internationale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.